Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler d'une saga. Il s'agit de 4 filles et un djinn, écrit par Anne Bracharès et publié chez Gallimard Jeunesse. C'est une saga que j'ai découverte lorsque j'étais ado, donc ce premier tome je l'ai lu il y a plus de 15 ans et j'avais très envie de relire dans un premier temps le premier tome pour me faire une petite cure de nostalgie. Et puis finalement, à la fin de la lecture de ce tome-ci, je me suis dit que j'avais envie de relire la série complète et donc aujourd'hui je peux vous en parler. Donc j'ai relu du tome 1 au tome 4, donc jusqu'au dernier été. Et ensuite, ça a été la grande découverte pour le dernier tome qui s'intitule 4 filles un djinn pour toujours, que je n'avais encore jamais lu. Aujourd'hui, je vous reviens donc pour vous faire un avis plutôt global sur l'ensemble de cette série qui a donc bercé mon adolescence. Je vais quand même commencer par vous faire un petit speech de l'histoire de départ. Donc nous suivons 4 jeunes filles, Bridget, Tibi, Carmen et Lena, qui sont les meilleures amies du monde et qui vont être liées par un pacte et par un djinn magique. Il faut savoir que leurs mamans se sont rencontrées en fin de grossesse. Elles devaient tout accoucher en septembre à quelques jours d'intervalle, si bien qu'elles se sont surnommées les filles de septembre. Et du coup, leurs 4 filles ont grandi ensemble. Si plus tard les mamans se sont éloignées au fil du temps, les 4 filles sont restées très proches. Lorsque l'on commence le premier tome, elles vont pour la première fois être séparées pendant l'été. Et ça leur pèse un petit peu, c'est tout nouveau pour elles. Mais le hasard va faire bien les choses. Il se trouve qu'une des filles, Carmen, va acheter en friperie un vieux djinn. Et elles vont se rendre compte que malgré leur morphologie très différente, ce djinn va leur aller à chacune. Du coup, elles décident de faire un pacte et de passer l'été à s'écrire et à s'échanger le djinn qui va les lier pendant toute cette période de vacances où elles ne seront pas ensemble. Alors dans un premier temps, je propose de vous parler de chaque tome l'un après l'autre. Donc on va commencer avec le tome 1. Dès les premières pages, quand j'ai commencé à le relire, j'ai compris pourquoi il m'avait tant plu ado. Les romances sont vraiment toutes mignonnes. Elles prennent une grande place dans cette histoire, même s'il n'y a pas que ça. Et je sais que je l'ai lu à une période de ma vie adolescente où je n'avais encore jamais vécu d'histoire d'amour moi-même. Et je pense que tout simplement ça m'a beaucoup fait rêver. D'ailleurs le personnage que j'avais préféré à l'époque, Elena, qui vit une très jolie passion en Grèce. Pour le coup là, en tant qu'adulte, j'ai préféré l'histoire de Tibi, très touchante, qui traite notamment de la thématique de la maladie. Mais voilà, clairement je comprends pourquoi j'avais aimé lorsque j'ai découvert cette histoire pour la première fois. Et ce que je trouve plutôt chouette avec ce livre, c'est que je trouve qu'il n'a pas forcément périmé, je sais pas comment dire. Je trouve qu'il est toujours très actuel et je pense que ça peut toujours plaire aux adolescents. Maintenant, c'est vrai aussi qu'en tant qu'adulte, je ne vais pas vous le cacher, j'ai parfois levé un petit peu les yeux au ciel. J'ai trouvé que ce roman était parsemé de certains clichés, de certains stéréotypes, de certaines erreurs aussi. Et j'ai trouvé les personnages très caricaturaux. L'autrice a vraiment voulu créer 4 filles très différentes, tant physiquement que caractériellement. Le pari est réussi, mais du coup, c'est presque un peu too much. Ce roman est très facile et très rapide à lire, mais j'ai trouvé qu'il manquait de fluidité entre 2 passages et j'ai trouvé également que la plume d'Anne Bracharès était plutôt quelconque. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de poursuivre ma lecture, entre autres des tomes suivants, parce que j'avais vraiment très envie de voir si elle allait mûrir au fil du temps, ce qui est le cas, hein, je prends un petit peu d'avance. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ce roman-ci parce que je vous ai fait une vidéo dédiée sur la relecture donc de ce premier tome. Je vous mets le lien en barre d'infos et dans le petit i si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus de détails. Le tome 2, le deuxième été, désolé, c'est une couverture bleue sur un fond bleu. Je pense que c'est le tome que j'ai préféré de toute la saga, étonnamment, parce qu'en fait l'autrice s'attarde vraiment beaucoup sur les mots d'ado dans ce tome-là et je l'ai trouvé étonnamment triste. Pendant toute la lecture, il faut quand même encaisser des émotions très négatives. Mais pour moi c'est le meilleur de la saga. Alors il y a un personnage qui m'a profondément agacée dans ce tome-ci.
c'est Carmen. Je lui ai pardonné son mauvais caractère dans le premier tome parce qu'il y avait des circonstances atténuantes. Là, vraiment, c'était plus possible. J'ai trouvé que l'autrice nous avait vraiment fait le personnage, vous savez, en crise d'ado par excellence, et c'est tout bonnement insupportable. Elle est insupportable avec ses proches, elle s'en rend compte, mais elle continue à s'enfoncer dans sa bêtise. No way, je n'ai pas supporté Carmen. Les deux histoires qui m'ont le plus plu dans ce livre, ce sont celles de Lena et de Bridget. Lena, je me rappelais qu'elle vivait un gros chagrin d'amour dans ce tome-ci. Ça m'avait beaucoup marqué pendant ma première lecture. Et je m'en suis souvenue avec beaucoup d'acuité lorsque j'ai relu ce livre-là. Mais vraiment, l'histoire qui m'a le plus touchée, c'est celle de Bridget qui vit une relation particulière avec sa grand-mère. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Comme je vous le disais, contrairement au tome 1, j'ai trouvé que c'était mieux écrit, que c'était plus fluide, que l'autrice allait moins à l'essentiel et prenait plus son temps pour raconter son histoire. Et ça se confirme dans les tomes qui suivent, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois. Nous passons ensuite au troisième été et c'est le roman dont j'ai le moins de choses à dire, je crois. Il s'agit du dernier été pour les filles avant qu'elles aillent chacune dans une université différente. Donc il commence au moment de la remise de diplôme. Elles sont un petit peu angoissées parce qu'elles se disent que rien ne sera plus jamais comme avant. Et puis ensuite, voilà, on va suivre leurs aventures pendant l'été. Dans ce tome-ci, j'ai beaucoup aimé la détermination de Lena qui prend les choses en main pour aller au bout de ce qu'elle a envie de faire et de vivre. Quant à Carmen, elle gagne enfin en maturité, elle grandit et ça fait du bien. Dans ce tome-ci aussi, j'ai trouvé certains clichés et notamment, il y a quelque chose qui m'a vraiment hérissé le poil. On a droit à une petite pique dans le livre qui fait clairement allusion à de la grossophobie. Et honnêtement, ça m'a vraiment dérangée. Je pense que quand ces livres ont été écrits, on faisait moins attention à ces choses-là. Mais forcément, avec le regard que j'ai aujourd'hui, c'est des choses que j'ai du mal à laisser passer. C'est dommage parce que ça entache un petit peu ma lecture, puisque de manière générale, j'ai trouvé que c'était agréable. J'ai aimé lire ce tome, même si je ne l'ai pas trouvé mémorable. Mais voilà, l'autrice vraiment donne de l'importance au physique et ça m'a un petit peu dérangée. Alors, au sujet du quatrième tome qui s'intitule Le dernier été, je pense qu'il n'a absolument pas été marquant pour le coup pour moi lorsque je l'ai lu pour la première fois parce que je n'en avais absolument aucun souvenir. Pourtant, j'ai été agréablement surprise de voir que des thèmes très intéressants ont été abordés dans ce livre-là. On va beaucoup parler art au travers des filles, notamment parce que Tibi poursuit ses études de cinéma, Carmen se lance dans le théâtre, on va suivre Bridget en Turquie où elle va faire des fouilles archéologiques et où elle va donc trouver des objets anciens, et également on va suivre Lena qui se lance dans la peinture et avec laquelle on va beaucoup parler musique classique également. Ça, j'ai trouvé que c'était sympa parce que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément beaucoup dans les romans ados, en tout cas que moi j'ai pas beaucoup croisé. Ça vraiment j'avais envie de le souligner dans cette vidéo. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'au travers de l'histoire de Carmen, on va aborder le thème de l'amitié toxique et je trouve ça super important d'en parler, pareil avec les ados, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez commun et qu'il faut faire attention, qu'on peut vite se faire avoir, et c'est très bien illustré dans ce livre. Après, une fois encore, on a droit à des clichés, on a droit à des stéréotypes. On va suivre notamment une Tibi qui n'a absolument aucune connaissance en son corps ni en son cycle féminin, et ça m'a profondément gênée parce que je trouve qu'aujourd'hui il est primordial que les filles connaissent le fonctionnement de leur corps, qu'elles sachent comment fonctionne leur cycle, qu'elles sachent comment se protéger, comment réagir en cas de soucis, etc., etc. Donc ça pareil, ça m'a un petit peu embêtée. En fait, dans l'ensemble de ces 4 tomes, j'ai eu l'impression que l'autrice, elle donnait plutôt des contre-exemples, genre lisez mes livres, là vous voyez exactement ce qu'il ne faut pas faire, donc faites l'inverse. Ça, j'ai trouvé dommage, même si on est d'accord que les romans, c'est pas forcément que pour t'apprendre la vie. Je préfère toujours quand ça va plus
t'apprendre ce qu'il faut faire que te montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, pour le petit bémol de ce tome-ci. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il avait une superbe conclusion. On sent clairement que l'autrice à la base n'avait pas prévu d'écrire le 5e et dernier tome. Hein. D'ailleurs, il a été publié quelques années après. Et j'ai trouvé que la conclusion était juste parfaite, très bien choisie. Et effectivement, ces 4 tomes se suffisent à eux-mêmes. Mais comme je le disais, quelques années après, l'autrice a écrit 4 filles et un jean pour toujours. C'est un livre que j'ai acheté évidemment à sa sortie par souvenir des bons moments de lecture que j'avais passés avec les tomes précédents, mais que finalement je n'ai jamais lu et qui a traîné pendant des années dans ma bibliothèque. C'était aussi l'objectif de cette relecture, c'était de m'amener à enfin lire ce tome-ci et à connaître la conclusion de l'histoire. Le timing au final était plutôt bon parce qu'on retrouve les filles à l'âge de 30 ans, qui est exactement mon âge, donc je me suis dit c'est parfait. On est dans la même période de vie et ça va être plus facile peut-être pour moi d'avoir un avis objectif que sur des tomes où les jeunes filles ont 15-16 ans. J'ai aimé aussi l'idée, peut-être que je me fais toute seule, mais que l'autrice a eu besoin de quelques années pour laisser ses filles grandir avant d'y revenir et de nous raconter la suite de leurs histoires. Il va quand même se passer 10 ans entre le dernier été et ce tome-ci. Et on commence l'histoire, les filles sont assez éloignées les unes des autres, ce qui m'a semblé assez cohérent puisqu'entre la vie étudiante et la vie professionnelle, il y a quand même un grand écart. Souvent on est pris par le tourbillon de la vie et on s'éloigne même quand on l'a pas forcément choisi ou qu'on n'en a pas envie, mais bon, la vie avant tout et on est chacun un petit peu la tête dans le guidon dans ses projets. En tout cas, c'est comme ça que j'ai amorcé ma lecture et du coup, j'ai été très très surprise de retrouver des filles en fait au bout du rouleau, mais genre vraiment au bout de leur vie. En fait, on se rend compte qu'en 10 ans, il ne s'est quasiment rien passé, qu'elles sont un stand-by de leur vie et qu'elles sont pas bien quoi, elles sont clairement pas bien. Honnêtement, je crois que j'aurais vraiment préféré que ce soit l'inverse. J'aurais préféré sans doute rencontrer des filles surbookées, vous savez, qui n'ont plus le temps de rien et qui finalement se rendent compte qu'elles sont arrivées à un carrefour de leur vie où elles ont besoin de se recentrer sur l'essentiel. Alors évidemment, je ne suis pas l'autrice, c'est pas moi qui décide, mais j'aurais préféré sans doute parce que il s'est passé 10 ans et pour moi en 10 ans on fait forcément des choses, on n'a pas besoin de faire des projets de folie, mais moi-même qui viens de finir cette période entre la vingtaine et la trentaine, il se passe forcément des trucs. Là j'ai eu l'impression de retrouver les filles là où je les avais quittées et ça m'a gênée, je vais pas vous mentir, ça m'a gênée. Ensuite pour moi l'histoire elle commence véritablement au bout de quelques chapitres quand elles décident de toutes se retrouver en Grèce malheureusement elles vont affronter un mystère de taille qui va déboucher sur bien sûr un drame. Je peux pas vous en dire plus évidemment, mais ça va entraîner toute une période de deuil, un sujet qu'on a déjà exploité dans le tome 1, donc ça m'a aussi un petit peu fait tiquer. C'est aussi un tome qui est, comme je le disais pour le tome 2, étonnamment triste, où elles vont avoir du mal à remonter la pente. Déjà qu'elles n'étaient pas au top au début. J'ai trouvé que la construction de ce roman était très classique et assez attendue. L'autrice va exploiter une intrigue qu'on a déjà rencontrée dans d'autres romans ou dans d'autres films également. Et en cela, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je m'attendais à peut-être plus d'innovation. C'est rien de nouveau sous le soleil, on va pas se le cacher. Alors je ne dis pas que c'était mauvais, au contraire, hein, c'est un roman qui se lit très vite. Mais j'ai trouvé que c'était trop prévisible pour le coup parce que c'est un schéma qu'on connaît déjà. Ceci dit, on va finir sur une note positive. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie de l'histoire une fois que j'avais intégré le fait que le roman n'avait pas forcément commencé comme je m'y attendais. Et puis ça, j'ai envie de dire, c'est la vie Paulette. Hein. Et le fait aussi que c'était pas forcément quelque chose de très révolutionnaire pour moi. Je me suis quand même régalée en lisant la fin de ce roman. Mon petit cœur tout mou a succombé et l'autrice m'a bien eu. C'est vrai que la fin, lorsque les filles se reprennent en main et remontent la pente, ça met du baume au cœur et encore une fois la conclusion m'a plu. Voilà pour mon avis, il y a des points plus positifs, il y a des points plus négatifs, c'est pas un avis tranché, c'est pas forcément un coup de cœur, ça avait été un coup de cœur quand j'étais ado, c'est pourquoi je pense que c'est une saga qui peut toujours plaire à ce public.
Je vous invite, si jamais c'est pas le cas, à aller me suivre sur Instagram parce que j'écris aussi mes avis là-bas et peut-être que j'ai précisé certaines choses sur mon compte Bookstagram que je n'ai pas forcément pensé à dire dans cette vidéo là. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, intéressée, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous aussi vous avez été bercé par cette saga pendant votre adolescence. Dites-moi si vous l'avez déjà lue ou si vous avez envie de la lire. Je ne le dis quasiment jamais à la fin de mes vidéos, mais pour une fois j'y pense. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit like. Ça me fera très plaisir et ça m'encouragera à continuer dans l'aventure sur YouTube, puisque mine de rien, c'est du boulot de faire toutes ces vidéos. Plus sérieusement, c'est très encourageant de voir que mes vidéos peuvent vous plaire. Dans tous les cas, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!